Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute! J'accueille aujourd'hui Xavier Gattegnaud, responsable juridique compliance. Xavier intervient également à l'ESDM, l'École supérieure des métiers du droit, et dans le DU Data Protection Officer de Paris 2 Panthéon-Assas. Suite à sa démarche toujours en cours pour devenir avocat, il a créé un site dédié à destination des juristes qui envisagent de bénéficier de la passerelle pour devenir avocat. Il s'agit de l'atelier de la passerelle. Puisqu'il est passionné par les sujets compliance, il a lancé une newsletter, la missive Compliance de Gattegnaud, qui paraît chaque lundi. Les liens sont en descriptif de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Xavier, il me semble, je suis même sûre que tu es déjà venu témoigner sur le podcast Tout droit tout simple en mars 2022. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'épisode 40 et notamment tu étais venu parler de ton engagement dans le domaine de la compliance. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'on avait abordé le sujet de la passerelle, puisqu'à l'époque tu avais commencé les démarches pour devenir avocat. Et aujourd'hui, on revient spécifiquement sur ce sujet qui intéresse de nombreux auditeurs, je crois, et des juristes notamment. Et tu vas nous expliquer un peu plus en détail ce qui est cette procédure en fait. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, Delphine. Alors, je suis juriste d'entreprise depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai passé 7 ans dans une entreprise plutôt dans le secteur informatique. Et là, ça fait 5 ans que je suis dans le secteur des jeux d'argent. Et donc, je fais cette passerelle pour devenir avocat en compliance, droit de la compliance spécifiquement. Et c'était un des sujets qu'on avait traité l'autre fois. Mais voilà, donc je fais la passerelle pour devenir avocat dans ce cadre-là. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui, justement, peut bénéficier de cette passerelle alors, c'est le fameux article 98, je crois, du décret. Qui peut en bénéficier? Alors, cette passerelle spécifiquement, en fait, il y a beaucoup, enfin, la plupart des métiers juridiques qui ont passé un certain stade, des métiers assermentés, déjà peuvent devenir avocats. Donc, on a les huissiers, les notaires, mandataires judiciaires. Après, on a aussi les doctorants en droit qui peuvent avoir cette passerelle. Et puis, les juristes d'entreprise, c'est celle dont on parle peut-être le plus parce que c'est là où il y a le plus d'occurrences. Voilà. Et après, il y a une autre passerelle qui est le 98.1, je crois, ou 80, non, c'est l'article 97 sur les magistrats. Enfin, voilà, ça, c'est un autre, d'autres postes. Mais voilà, en fait, globalement, si vous êtes juriste, il y a de fortes chances qu'il y ait une passerelle pour devenir avocat avec des conditions particulières. Voilà, simplement, celle de juriste d'entreprise, c'est les mêmes conditions. Enfin, il y a beaucoup de conditions parallèles avec les mandataires judiciaires, notaires, huissiers de justice, etc. Mais vraiment, les magistrats, c'est vraiment Un peu à part, ouais. Et quelles sont justement les conditions à remplir? Alors, quelle que soit la profession d'origine. Alors, quelle que soit la profession d'origine, en fait, c'est très simple. C'est l'article 11 de la loi de 71. Enfin, c'est la même loi qui s'applique en fait pour n'importe qui devient avocat, même en sortant de l'EFB. Donc, il y a 3 conditions. C'est la nationalité française ou tout un tas d'exceptions avec l'étranger, d'équivalence entre pays. Le diplôme, qui doit être un Master 1, et la moralité. La moralité, la probité, le fait de ne pas avoir eu de condamnation judiciaire ou de ne pas avoir aussi de problèmes disciplinaires. Il y a aussi de la jurisprudence sur des situations où, par exemple, un huissier ou un notaire indélicat, je ne sais plus, qui avait eu des problèmes disciplinaires dans sa profession, ça avait bloqué. Donc, voilà. Donc la question de la moralité est assez large. Ce n'est pas qu'une question de casier judiciaire vierge, c'est un peu plus large que ça. Mais encore une fois, ce sont des conditions qui sont les conditions habituelles. Donc, la nationalité, le diplôme de Master 1 en droit minimum et la moralité. Et quels sont les préliminaires, ce que tu appelles les filtres en fait?
Oui, oui, donc on n'a peut-être pas dit, donc j'ai créé un site en ligne qui s'appelle l'Atelier de la passerelle pour partager en fait toute l'expérience que j'ai pu accumuler sur le sujet et aider d'autres personnes à créer leur propre projet, tout simplement parce que je recevais beaucoup de questions en fait sur LinkedIn. J'ai eu plein de discussions téléphoniques et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant formaliser ça à l'écrit. Oui. Ça aidera d'autres personnes et on ira plus vite. Et voilà. Oui, Euh, allez faire un tour parce que c'est vraiment très, très, très complet, hein. Vraiment, c'est une mine d'informations. Donc, je vous invite vraiment, en plus du podcast, à aller faire un tour sur ce site parce que il y a vraiment tout dedans. Donc, mais je t'en prie. Donc, c'est oui, ben, en fait, planifié. j'essaie vraiment en plus dans ce, sur ce site de vraiment prendre étape par étape. Donc, d'ailleurs, c'est en 12 étapes, un peu comme les 12 travaux d'Hercule, parce que c'est pas une mince affaire. Et il y a surtout, il y a une étape zéro que j'ai appelée entreprendre le rite initiatique. Enfin, dire, bon, en fait, ça va être tellement parcours du combattant que réfléchissez en fait avant d'y aller, quoi, presque. Ouais. Donc, les filtres, la filtre déjà, c'est la motivation. Le premier filtre, c'est de se demander si on est juriste d'entreprise, donc par définition, on est salarié, qu'on soit dans le secteur public ou privé, euh, pourquoi on va devenir avocat? Parce qu'on sait que c'est une profession qui est difficile, c'est une profession avec d'énormes problèmes d'organisation, de recrutement, de satisfaction. On a du mal à avoir des gens qui sont contents dans ce qu'ils font. Donc, il y a il y a un enjeu de ressources humaines démentiel dans le secteur. Ouais. Qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? C'est Oui, c'est quoi ton objectif, quoi? Est-ce que c'est voilà, ouais. enfin, Ouais. faut être très clair sur son objectif personnel parce que on rentre quand même dans quelque chose qui est beaucoup moins. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins normées, vu que tout le monde est libéral. Pas le droit souvent, il n'y a pas de droit du travail. Enfin, on rentre dans autre chose. Donc, pourquoi encore le passage d'avocat, beaucoup d'insatisfaction. Tiens, je vais aller en entreprise pour être un peu plus posé, pour avoir des heures un peu plus normales. Et encore, c'est un peu Ouais. un mythe sur certaines entreprises, mais c'est un autre sujet. Ce sera le sujet d'un autre podcast. Mais en tout cas, il y a un énorme flux d'avocats vers juristes d'entreprise. On comprend bien. En revanche, dans l'autre sens, c'est quand même assez. Oui, il C'est y en a beaucoup. beaucoup moins, ça, c'est sûr. Donc, faut être très clair sur ce qu'on veut faire. C'est vraiment pas une voie de garage. C'est pas je veux devenir avocat parce que je trouve pas de travail. Impossible ça. On en reviendra peut-être sur d'autres modalités, mais ça, la motivation est importante. Et après, les autres filtres, c'est des filtres dans le cadre du dossier en lui-même administratif. D'abord, passer le cap du barreau, c'est le barreau auquel on est rattaché, enfin, auquel on veut se rattacher, accepte le dossier. Après, il y a l'étape du parquet. Le parquet aussi a un droit de regard. Une fois que le parquet est OK, il y a un examen de déontologie pour connaître les choses essentielles à savoir sur la façon dont on travaille en tant qu'avocat. Et enfin, il y a une étape, un filtre un peu plus, là pour le coup, vraiment administratif. Peu de chances que vous butiez là-dessus. C'est la prestation de serment. Donc, il y a Ouais. quand même, à mon sens, 4, 5 étapes. J'ai appelé filtre parce qu'à chaque étape, j'ai remarqué des gens qui se sont arrêtés à chaque étape. Il y a des gens qui s'arrêtent à l'étape de la motivation, des gens qui s'arrêtent à l'étape du barreau. Bon, le barreau a dit non, bon, bah, on arrête. D'autres au parquet, d'autres à l'examen d'ontologie. Et prestation de serment, bah, c'est une possibilité quand même. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais je pense qu'on y reviendra. Mais voilà, c'est ça, à mon sens, les filtres, c'est comme un entonnoir. Beaucoup de gens au départ, et puis à la fin, il reste un tout petit peu de gens qui vont jusqu'au bout du processus. Mais alors, du coup, est-ce que d'après toi, il vaut pas mieux, enfin, tenter, parce que moi j'ai eu beaucoup cette question, est-ce qu'il vaut pas mieux tenter le barreau juste à la fin de ses études quand on sort de M1, M2, plutôt que d'essayer cette passerelle qui n'a pas l'air quand même tout à fait simple? Est-ce que tu conseillerais finalement aux jeunes juristes de passer le CAPA, histoire d'avoir, je sais pas, le choix plus tard, et pour leur éviter ce parcours du combattant peut-être après, ou finalement c'est toujours la même chose, c'est une histoire d'objectif, quoi, enfin de ce qu'on veut faire, mais au moins on a le choix après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, alors, je,
quand on m'a posé cette question, les fois où on me pose cette question sous cette forme-là, je dirais que passer une fois le CAPA, enfin le CRFPA, pardon, après son M1, son M2, on est encore un peu chaud, on est encore dans les études, on est un peu entre les stages, etc. On est bien encore dans les études. Passer le CRFPA, l'avoir du premier coup, faire éventuellement l'école pour être débarrassé, pour l'avoir faite, quitte à aller en entreprise, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'au moins, on a le passeport. On peut passer d'entreprise à avocat, c'est très fluide. Maintenant, si on veut aller travailler en entreprise et qu'on a raté une fois le CRFPA, s'acharner à faire 2 fois, 3 fois, être encore dans les études, alors qu'on n'a pas vraiment envie de faire ça. Après, c'est chacun. Mais voilà, c'est vraiment une question aussi d'objectif et de Chacun choix. voit midi à sa porte. Maintenant, moi, j'ai cru comprendre que le CRFPA était quand même un examen qui devenait de plus en plus dur et qu'il y a de moins en moins de gens qui l'avaient du premier coup. Alors, je ne sais pas si c'est statistique ou pas, c'est juste une impression de gens en discussion que j'ai eue. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire plus tu peux aller loin dans les études quand tu es encore dedans, mieux c'est. Après, il ne faut pas s'acharner, quoi. Si c'est troisième tentative, alors que tu n'as pas envie de faire ce métier, avoir juste un sésame pour un sésame, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Mais encore une fois, c'est assez personnel. En revanche, si tu veux absolument être avocat, bon, bah oui, il faut le passer, il faut s'accrocher. Ce n'est pas une option. Je pense que si tu veux vraiment devenir avocat, se dire je vais aller passer 8 ans d'entreprise, alors qu'en fait, mon truc, c'est devenir avocat, ça, je pense que c'est pas cohérent, par contre. Ça. C'est-à-dire que c'est pas, si tu veux devenir avocat, la meilleure façon, même dans 8 ans, de devenir associé, de faire ton truc, c'est d'être déjà dans le truc dès le départ, en fait. Ouais. Parce que en fait, il faut aussi. Oui, puis c'est quand même un autre métier. Enfin, travailler en cabinet ou en entreprise. Il faut faire une transition. Ouais. C'est une transition quand même. On passe d'un métier à un autre. Alors, certes, je crois que les gens qui viennent de l'entreprise et qui deviennent avocats ont une sorte de déformation ou de formation, selon le côté qu'on se met, mais une formation qui va donner un plus par rapport aux autres avocats. Il y a aussi un moins. Il y a aussi une expérience d'avocat qu'on n'a pas eue, en fait. Donc voilà, c'est le plus cohérent, c'est que si on veut devenir avocat, il faut s'accrocher, il faut mieux passer un an de plus de stage et se débrouiller ou de faire des trucs, des CDD pour repasser ensuite le CRPA et s'accrocher pendant qu'on est dans les études. On sait que tous ces processus, le CAPA, le FP, c'est long, etc. Mais c'est le prix à payer. On sait que de toute façon, c'est long. Voilà. Et d'autant plus que là, il y a quand même des incertitudes sur la reconnaissance des 8 ans. Voilà. C'est ce qui me fait dire qu'il ne faut pas chercher à faire des calculs mathématiques trop compliqués. Si vous voulez devenir avocat, passer le CRFPA, c'est encore le moyen le plus… Ou il faut faire la thèse. Mais encore une fois… Oui, ça aussi, il faut faire une thèse si on a envie de faire une thèse. Il ne faut pas faire une thèse en se disant je fais une thèse pour ne pas passer CRPA. Ça, pour le coup, je pense que c'est un… Alors ça, c'est vraiment… Moi aussi, je pense que c'est une… Mais il y en a qui tentent, il y en a qui y vont. Il y en a qui y vont, mais… D'ailleurs, j'avais invité sur le podcast Néline Lalou, qui, elle, a fait une thèse sur l'accès au droit, et elle expliquait bien que, effectivement, c'est quand même pas facile, c'est des années et des années de travail acharné, enfin, on met sa vie entre parenthèses pendant quelques années, donc il faut quand même être prêt à ça, enfin, c'est quand même beaucoup de sacrifices, donc il faut réfléchir pareil, il faut réfléchir avant quand même, c'est les objectifs et les motivations. Tu compares une thèse où tu dois être monomaniaque pendant 3-4 ans avec le CRPA où tu dois être monomaniaque pendant 2 ou 3 mois de révision. Je pense que la comparaison, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Oui, je suis d'accord. Si le but, c'est d'aller au CRPA, bah oui, parce qu'en plus, les gens qui font la thèse ne perdent même pas. Enfin, ils doivent quand même faire le FB. Donc, c'est pour ça que c'est une passerelle qui est quand même, à mon sens, un peu mi-figue, mi-raisin, parce que déjà, il y a 3 ans ou 4 ans de thèse. Et en plus, on n'est même pas exonéré de faire le FB pendant 1 an et demi. Alors encore, peut-être les 6 mois de stage final sont pertinents. Après, les 6 mois, si on a déjà de l'expérience professionnelle, les 6 mois de PPI, puis les 6 mois d'école, pour quelqu'un qui a déjà passé des années en thèse, bon, ça
Voilà, c'est pas, encore une fois, par rapport à votre situation, il faut mettre tout ça par écrit, regarder les pour et les contre et faire en fonction. Mais je crains qu'on soit dans un système où il vaut mieux avoir le barreau. Voilà. Mm. Je ne suis pas Madame Irma. On a déjà eu 17 propositions du juriste, de l'avocat en entreprise. Ouais. Je sais pas, le moment que ça passera, je me demande bien sous quel format tout ça va passer, comment on va éviter de faire passer tous les gens qui n'ont pas passé le barreau pour des sous-juristes. Je ne sais pas comment le jour où tout ça va passer, comment ça va se faire. Donc, dans le doute, si vous avez le barreau, si vous avez ce passeport-là, par définition, c'est quand même mieux que de passer la passerelle. Ça fait quand même un bon temps, quelques minutes qu'on dit qu'il vaut mieux avoir le barreau que de passer cette passerelle, ce qui en dit long en fait sur quand même les difficultés. Oui, Après. parce que quand même, tu le dis bien d'ailleurs sur ton site, mais il faut quand même beaucoup de temps pour cette procédure. Enfin, c'est quand même beaucoup d'investissement et de temps. Et d'ailleurs, enfin, quand je parle d'investissement, qu'est-ce qu'il en est des ressources financières? C'est un sujet en fait? Alors moi, j'ai calculé en fonction, j'ai fait une évaluation de ces conditions financières sur le site, parce qu'il y a 3 étapes. Il y a déposer le dossier dans un barreau, passer l'examen de déontologie et il y a la prestation de serment. Alors, pour faire simple, on est d'une situation où il n'y a pas de prix affiché. Ça ne veut pas dire que peut-être la prestation de serment est peut-être coûte quand même peut-être 100 euros, je ne sais pas, un peu partout, j'en sais rien. Il y a des endroits où on fait payer le dossier, donc le barreau au départ. Ça peut monter jusqu'à 1 500 euros. Oui. Après, ce sur quoi on ne peut pas du tout jouer, c'est sur l'examen de déontologie. Ça va de 500 euros, je crois, à 900 euros. Et après, il y a la prestation de serment, peut-être de 200 euros à pareil 1500 ou 2000 euros. Donc pour moi, j'avais calculé qu'on pouvait s'en sortir entre 700 euros et 3900 euros. Ah Voilà, oui, c'est quand même assez large comme fourchette, selon le barreau, quoi. Alors, sur la première étape du barreau et puis sur la prestation de serment, ça peut être délié. C'est un peu bizarre. On pourrait présenter le dossier dans un barreau et aller prêter serment dans un autre barreau. Théoriquement, ça serait possible. Ce serait peut-être bizarre, ça prendrait peut-être encore du temps, on prendrait peut-être encore des délais, mais c'est possible. Par définition, les examens de déontologie sont faits que dans les écoles d'avocats, donc ce n'est pas rattaché au barreau. Vous allez passer votre examen absolument comme vous voulez, comme pour passer d'ailleurs le CERF-PA. Potentiellement, je pense qu'il y a un petit forum shopping à faire à l'échelle régionale. Je pense que si dans votre département, vous avez vraiment des conditions qui sont drastiques, faire un petit pas de côté, aller dans le département d'à côté, je pense que ce n'est pas complètement délirant. C'est-à-dire, disons qu'il y a des sites, de coup, pour faire le site, je me suis amusé à aller sur les sites des 164 barreaux. Il y a quand même des sites où on vous écrit c'est 1500 euros et puis si le dossier ne passe pas, on ne vous les rend pas. Ah oui. Quand on lit ça, on se dit bon. On va réfléchir. Ça sent pas très bon. Voilà, tiens, c'est gratuit dans le département d'à côté. Non, mais bon. Voilà. Oui, ok. Oui, donc il faut quand même aller voir quand même Oui, de près, alors à charge de vérification, mais moi, quand j'avais creusé un peu, pareil, il n'y a pas de prise en charge de tous les trucs, c'est CPF, ANPE, de je ne sais pas quoi. Non. Il n'y a rien qui colle dedans. Voilà. Oui, Il n'y a rien qui marque, l'examen de déontologie, ce n'est pas finançable. Voilà. Il n'y a rien qui est finançable, rien ne coche les cases de quoi que ce soit, même quand tu es au chômage, etc. Donc, voilà, c'est plutôt 700 euros ou 3900 euros, c'est bien pour ta poche. Voilà, c'est bien du net de ta poche. Oui, donc il faut quand même le savoir. Hein. Enfin, c'est pas. Non, et puis voilà, c'est pour ça que c'est un filtre financier. Enfin, c'est pour ça que c'est aussi qu'on s'appelle ouais, j'appelais ça aussi des filtres transversaux, le temps et l'argent. Ça prend du temps, au moins 10 mois. Puis l'argent, voilà, il y a cet élément-là aussi. Si on est au chômage, ça pèse aussi de devoir sortir 1500 euros pour juste déposer un dossier sur lequel on n'a même pas d'assurance que ça passe, quoi. Alors, comment on fait pour valider ce fameux article 98 là, les fameux 8 années d'expérience pro?
c'est quoi? Comment Alors, ça? c'est 8 années, c'est 8 années dans un service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Ça, c'est le texte, c'est la jurisprudence, il y a une notion d'exclusivité des tâches juridiques dans ce job. Et Donc ça veut dire que ça doit être du temps plein non, alors, exclusivement? Non, pas forcément. le temps partiel, ils ont bien dû accepter que le temps partiel, de proratiser cela, Ouais, sinon ça veut dire que d'accord. tu n'as pas accès si tu n'es pas à temps plein, ce qui aurait pu être une discrimination pour beaucoup de gens qui, pour des raisons personnelles, ne peuvent pas faire du temps plein. Donc ça a sauté. Après, il y a au moins une dizaine de nuances. J'invite vraiment les personnes qui sont intéressées à consulter le site parce qu'on est vraiment après dans des subtilités. Est-ce qu'on a fait le truc en France? Est-ce que c'était bien en Ah. France, exclusivement des tâches juridiques, etc. Et Ah c'est oui, très si à un moment tu as fait un peu des tâches financières comptables, ça va pas marcher, par exemple. Ça n'a pas pris en compte ou des choses comme ça. C'est ça, c'est-à-dire que, après, il y a des jurisprudences qui commencent un peu à s'assouplir, mais il faut savoir, par exemple, qu'un DRH, quand bien même a-t-il par exemple, n'aurait-il fait que des licenciements, que des choses très juridiques, ou un juriste de droit social qui serait rattaché à une direction sociale, c'est pas bon. Pour le moment, il n'y a pas de sortie par rapport à ça. C'est-à-dire que quelqu'un même qui a… En fait, la qualité de ton travail juridique n'est pas en cause. C'est Moi, vraiment… j'avais lu, je crois que c'était sur ton site, une jurisprudence, je crois, qui avait refusé un dossier, mais alors là, c'était pas sur les activités même, mais c'était sur la durée des 8 ans. Et il avait, je sais pas, 7 ans et 10 mois ou 11 mois, et il lui manquait quelques semaines. C'est pire que ça. Oui, c'est 3 jours. Oui, Il manquait voilà, 3 jours. 3 jours. Oui, Enfin, c'était un truc oui. de fou, quoi. Enfin, En fait, ils avaient… Le barreau s'était amusé à recalculer. Alors, je crois que sur les fiches, comme ils demandent les fiches de paye de janvier et de décembre, il me semble que sur les fiches de décembre, il y a le total des montants perçus et je me demande s'il n'y a pas le nombre de total de jours non travaillés pour absence de maladie ou ce genre de choses. En tout cas, ils avaient identifié qu'il y avait des longues périodes de maladie et donc ils avaient recalculé les 9 ans peut-être qu'il avait présenté en levant. Ah ben non, mais vous avez passé une année et un mois je sais pas, en arrêt maladie, etc. Donc, les arrêts maladie avaient été retranchés. Et donc, moi, ce qui m'a fait dire sur ma présentation, j'ai fait un template. En fait, je propose un template sur le site. Si vous êtes entre 9 et 10 ans, je vous conseille fortement dans l'analyse de faire une analyse poste par poste et que dans le poste par poste, vous mettiez précisément année par année le nombre d'années, de jours, de mois, de jours que vous avez et de retrancher des arrêts maladie. Parce que comme ça, si vous avez des petits arrêts maladie par-ci par-là, 4 jours par-ci, une semaine par-là, mais que ça fait quand même 8 ans et 4 mois, bah mettez-le. En fait, à chaque fois que vous pouvez anticiper une contestation de votre dossier, faites-le. Parce qu'en fait, personne ne va vous aider. Personne ne va faciliter votre dossier. ouais, donc en fait, ta recommandation, c'est pour préparer son dossier, c'est de tout prévoir, quoi. C'est ça? Enfin, de tout il faut être… anticiper. C'est-à-dire que c'est comme un contrat. Plus tu envoies un contrat qui est clair, qui est écrit avec une information présentée de manière chronologique, tu ne vas pas faire un podcast sur le langage juridique clair, mais plus tu envoies un document… Pourquoi pas? Ah, mais il n'y a plus qu'à checker. Il n'y a même pas d'analyse à faire. Ah non, c'est propre, ok, là, je vérifie par rapport à la fiche, à la dernière feuille de paye. Oui, en effet, il y a 3 jours d'arrêt maladie sur cette année. Très bien, tac, je passe à la suite. Voilà. Il faut faciliter la lecture de la personne qui va en fait juger de votre dossier. Parce que, voilà, et puis, encore une fois, ça dépend. Et puis, même sur des questions de 8 ans, si vous avez si vous avez 15 ans d'expérience, que vous avez un poste de 2 ans qui est très discutable avec les critères qui sont sur le site, encore une fois, de la jurisprudence. Mais qu'en gros, vous avez
un poste à 7 ans qui est plutôt pas mal, qui est très juridique, qui est très, voilà, où il n'y aura pas trop beaucoup de contestation, pas de contestation. Un autre avec 4 ans, mettez le paquet sur ces 2 expériences de 7 ans et 4 ans. Mettez un peu moins le paquet sur cette expérience de 2 ans, vous savez qu'on va peut-être vous embêter. Voilà, vous avez 7 ans, 4 ans, c'est bon, ça, normalement, ça devrait passer. Moi, c'est simplement que c'est parce que mon dossier a eu vraiment des très forts remous, en fait. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le parcours, mais il y a eu beaucoup de remous, ce qui m'a poussé, en fait, à aller dans beaucoup de détails aussi, d'aller vérifier beaucoup de choses, que j'ai entendues. On m'a retorqué. J'étais quand même un peu étonné qu'on fasse dire des jurisprudences, des choses qui n'ont jamais dites. C'est des interprétations strictes, mais la Cour de cassation ne dit pas n'importe quoi non plus. Si on vous dit un truc qui a l'air bizarre, c'est peut-être que ça l'est. Donc là aussi, j'invite les gens avant d'aller au rendez-vous, où on va vous évaluer vos expériences, de voir aussi les choses qu'on a pu rétorquer à d'autres personnes et de Ah oui, préparer. parce que ce rendez-vous, c'est ça l'oral là dont on parle? Oui, il y a une sorte d'entretien, alors qui n'est pas prévu forcément par les textes, mais qui est une façon de bien administrer, on va dire, la passerelle. Donc une fois que tu as envoyé ton dossier, on te C'est convoque? ça, une fois qu'on a envoyé le dossier au barreau, en fait, le barreau vous donne un rendez-vous dans les 2 mois, normalement, pour pouvoir vérifier un peu, discuter. Valider ton dossier, quoi, en gros. Oui, puis il faut vérifier, enfin, c'est un peu comme pour la prestation de serment. On va vérifier que la pièce d'identité, on va vérifier l'identité de la personne. On va faire des vérifications, on va dire, d'usage pour vérifier qu'il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Par rapport aux pièces qui ont été photocopiées, voilà, vérifier les originaux des diplômes, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il va y avoir aussi une discussion sur la fond des expériences en fait, professionnelles. Et alors, ensuite, j'imagine qu'on reçoit une lettre ou quelque chose, on reçoit une décision? C'est ça. On reçoit la décision, soit d'accord, soit de refus. Si c'est en cas d'accord, là, c'est notifié. Ils notifient eux-mêmes directement au parquet. Et le D'accord. parquet a un mois pour s'opposer à cette décision d'acceptation. D'accord. Donc là, on n'est même pas encore à l'examen de déontologie, tout ça là. Non. D'accord. Il y a encore, il y a un délai d'1 mois du parquet. Et une fois que ce délai d'1 mois est passé, il faut aller chercher un certificat de non-appel pour pouvoir aller s'inscrire à l'examen de De déontologie. déontologie. D'accord. Et si on a Voilà. reçu une décision négative, alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors, si on a une décision Déjà, est-ce qu'elle est négative, motivée, cette décision? elle est relativement motivée, ouais. Elle est relativement motivée. On vous explique pourquoi on estime qu'une ou plusieurs expériences ne sont pas valables, pourquoi on n'a pas les 8 ans, etc. Et si ce n'est pas bon, en fait, on a un peu le choix. Le premier choix, c'est de s'arrêter là. Oui, on arrête, oui. S'arrêter là. Voilà. Ils n'ont pas voulu aller plus loin. Et l'autre choix, c'est de faire un recours. Et là, ça va être un recours type ordinal, c'est-à-dire c'est en première instance, c'est l'équivalent d'une première instance, c'est formation administrative ou formation disciplinaire. Je sais plus. Enfin, c'est pas de la discipline, mais je crois que c'est formation administrative. En tout cas, à Paris, c'est formation administrative. Et on va passer devant. Moi, j'ai passé devant un ancien bâtonnier et plusieurs personnes, membres du Conseil de l'ordre et anciens membres du Conseil de l'ordre. Et là, en fait, on a en face de nous un représentant du bâtonnier ou de l'administration, qui a pris la décision de refus, qui va défendre sa position. Donc, c'est un débat contradictoire. Donc là, c'est un débat contradictoire. On peut un peu plus, on peut présenter des choses. C'est pas du tout formel, c'est complètement ouvert. Donc, par exemple, pour ma part, j'ai pu passer de la reconnaissance de 0 année d'expérience professionnelle à l'époque 6 ans et demi d'expérience professionnelle, ce qui m'avait permis d'un peu avancer dans mon dossier. Et là, pareil, on peut aussi sortir de ça avec. Moi, j'ai une reconnaissance partielle, mais on peut tout à fait avoir une reconnaissance totale après, dans le cadre de ce recours. Et dans ce cas-là, on revient sur le schéma classique, parquet, attente d'1 mois de la décision, et puis examen de déontologie.
D'accord. Et donc, une fois ensuite, on s'inscrit à un centre d'examen, il faut passer l'examen de déontologie. Et là, c'est pareil, soit ça passe, soit ça passe pas, on s'arrête ou on continue, c'est ça? À chaque fois, en fait, c'est des... Oui, Voilà. alors, à la petite différence, il faut faire très attention, en fait, quand on est en déontologie, il y a une petite... il faut faire très attention par rapport aux gens qui ont passé le CAPA. C'est-à-dire qu'en fait, l'examen de déontologie de l'article 98 est, est plus dur que ce qui est fait au CAPA. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand on parle avec des gens qui sont avocats, qui l'ont passé dans le cadre du CAPA, on a l'impression que c'est un gentil petit cas pratique, etc. Dans le cas de l'oral, en fait, qu'on passe pour l'article 98, c'est les 2000 pages du précis d'Allos qu'il faut connaître par cœur, vraiment. C'est pas, c'est pas le même examen. Voilà, faut pas se tromper. Ouais, bah, non, mais ça, c'est important de le dire parce que Ah, mais c'est... c'est fondamental. Moi, quand Ouais. j'avais commencé, je vais poser un peu des questions sur LinkedIn. Comment vous apprendriez la déontologie? J'ai eu des réponses en public de pas mal d'avocats et en privé, il y a des gens qui avaient passé en tant que article 98. Mais attention, faut être à un autre niveau. Ils ne t'attendent pas au même niveau. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est fait dans le cadre du CAPA n'est pas exigeant, mais c'est pas, on est beaucoup plus exigeant et c'est logique. Pour moi, c'est logique parce que celui qui a passé l'EFB, il est dans un cocon, il est dans un cadre. Il a fait 6 mois. Quand il passe la déontologie, je crois que c'est à la fin. Il vient de passer 6 mois en stage final dans le cabinet. Il est dedans, en fait. Il est déjà dans la pratique. C'est un peu une formalité. Nous, on arrive un peu à froid. On a appris la matière, on a bûché la matière. On n'est pas dans la pratique, on n'est pas dans les cabinets. Donc, c'est pour ça que je pense que l'examen est différent. Enfin, moi, ça ne me pose pas du tout de problème de toute façon de passer ça, mais dans ces conditions, voilà, il ne faut pas se tromper. Pour le coup, je connais des gens qui sont allés un peu trop cool, qui l'ont repassé. Quand ils l'ont repassé, c'est qu'ils connaissaient le truc sur le bout des ongles, tous les sujets de bout en bout. Voilà. Et si on n'a pas cet examen de déontologie, on peut juste repasser cet examen ou il faut refaire tout le process? Non, on peut repasser l'examen, mais on peut le passer que 3 fois. Donc, c'est D'accord. Oui, limité. comme l'examen. Bah, Oui, comme le d'accord. CRFPA. Comme le Donc, CFPA. voilà. D'accord. Là, pour le coup, c'est quand même idiot d'y aller en sachant ça, d'y aller. On dit les temps, ouais. Mm. Bah, on passe devant un jury, enfin, pour le coup, un universitaire, un magistrat, un avocat. Bon, il ne faut pas faire perdre le temps, à mon avis, aux gens qui sont en face de nous Mm. et qui vous jugent, à mon avis, avec l'exigence, la sévérité, à mon avis, qui est absolument nécessaire. Cet examen est absolument nécessaire. Le travail de rentrer dans la déontologie, j'ai commencé à le faire. J'ai bien vu l'importance de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce métier. Ça permet de bien se mettre dans la peau de l'avocat, de bien comprendre ce qu'on attend de nous, la charge qui sera la nôtre en tant qu'avocat. Encore une fois, je pense que je suis peut-être un peu négatif dans la déroulé, mais je pense que pour le coup, l'examen de déontologie et l'apprentissage, en tout cas de la déontologie, il faut vraiment le voir d'un point de vue positif, comme le fait d'améliorer sa transition. C'est-à-dire que quand vous lisez les choses sur la fiscalité de l'avocat, sur les 10 000 façons de créer un cabinet, moi, c'est plus mon problème, c'est plus de rester concentré en fait, sur l'apprentissage que je suis en train de dire il va falloir que je crée ça comme ça. Bon, voilà. C'est-à-dire Ouais. que normalement, quand vous faites la déontologie, vous devez aussi un peu vous projeter en tant qu'avocat dans votre future pratique. Voilà. Ça doit un peu devenir concret. Voilà. Si ça ne devient pas du tout concret, attention, c'est peut-être un peu bizarre par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vraiment devenir avocat si ça ne vous parle pas en fait quand vous apprenez tout ça? Donc voilà, il faut positiver. C'est sûr que c'est très dur, c'est un gros morceau à faire, mais c'est absolument nécessaire sous cette forme-là que ça se passe de cette façon-là. Et alors, la prestation de serment, est-ce que c'est une simple formalité? Alors normalement, oui. Enfin, je veux dire, sachant que vu que les conditions de l'article 11 sur la moralité
sur la nationalité, le diplôme ont déjà été Ça a été validé. Ouais. par le parquet. Mmh. Il n'y a pas de raison, à moins que vous ayez commis un acte délictueux dans l'intervalle, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Après, bon, je peux comprendre que l'administration, parfois, de toute façon, par définition, ça pouvait prendre du temps. De manière générale, il faut être patient. Voilà. Oui, j'ai cru comprendre que cette procédure était quand même assez longue et Oui, parfois, il faut être patient dans la vie. Voilà. Mais je me demande si le fait d'être patient, quand on veut devenir avocat, est-ce que ce ne serait pas une sorte de mise à l'épreuve par rapport à ce qu'est la justice en France? Je sais pas, peut-être que c'est juste en fait, c'est un tu crois challenge. que c'est fait exprès? Je sais pas, non, ça serait complotiste de dire ça. Non, mais je me dis, c'est une mise en abîme en fait. Une Bon, bah, mise voilà. en bouche, d'accord. Tu veux savoir ce que ressent le justiciable? Voilà. Voilà ce qui oui, Non, d'accord. blague à part, tout ça prend du temps. Faut pas être à 2 mois près. Il y a beaucoup d'incertitudes. Maintenant, quand on a passé normalement l'examen de déontologie, ça déroule. Mais encore une fois, là où il faut mettre tout ce temps de patience à profit, même moi, comment dire, toutes les vicissitudes sur mon dossier ne font que renforcer en fait, ma détermination, deux, la cohérence de mon projet. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, je dirais que c'est même pas normalement un projet entrepreneurial. Par exemple, tu prends 9 mois, normalement, entre le moment où tu as pensé, le moment où tu te lances, 9 mois, ça suffit pour bien te lancer. Là, je vois d'année en année tous les retards que j'ai pris sur ce dossier, sur mon dossier de passerelle. Je vois bien que c'est du temps qui est mis à profit pour mieux peaufiner mon dossier. Donc, encore une fois, il faut positiver tout ça, faut vraiment profiter de ce temps pour Ce qui est fixer. un peu dommage, enfin, de ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est que finalement, la motivation qu'on peut avoir, alors évidemment, j'ai bien compris qu'il y avait des critères, il faut les remplir, mais la motivation qu'on peut avoir et montrer, elle suffit pas face à l'administration, quoi. Enfin, pour 3 jours, pour 1 mois, on va retoquer ton dossier, même si tu es quelqu'un de très motivé, que tu l'as montré, que tu l'as voilà. Donc ça, c'est ça aussi que je trouve qui est un peu dommage dans le système. Je pense que le système, je pense, du côté candidat, je pense qu'il pâtit du fait déjà qu'il est géré par 164 barreaux, enfin qu'il est géré par les barreaux. C'est-à-dire que Mmh. par exemple, une autre passerelle qui est celle des avocats étrangers, par exemple, ou des gens qui ont exercé à l'étranger, des Français qui ont exercé à Oui. l'étranger, c'est le CNB qui s'en occupe, par exemple. Et donc, je suppose que ça doit être une commission unique, donc il doit y avoir une homogénéité dans les décisions, même si les décisions ne sont pas publiques, même s'il n'y a pas de vademecum sur le sujet, le fait que c'est un organe unique qui gère tout, je pense qu'il y a beaucoup plus de cohérence. Là, bah, le fait d'être passé sur tous les barreaux, on voit bien. Alors, il y a beaucoup de barreaux qui ont quand même fait l'effort de structurer avec des formulaires, ce qui ont grandement facilite en fait l'envoi du dossier. Mais bon, voilà, j'entends des trucs, tel barreau, je ne vais pas les citer, mais tel barreau dans telle région, c'est beaucoup plus dur que d'autres. Voilà. Ouais. Bah, cette homogénéité-là, ça aide pas, en fait, enfin, ce manque d'homogénéité, à mon avis, n'aide pas dans le processus. Maintenant, voilà, c'est un peu tout le point, il faut être très, très déterminé, se battre. Et puis, je pense qu'il faut aussi se battre quand on a une opposition, il faut aussi se battre pour aller chercher le truc. Encore une fois, est-ce que ce n'est pas une mise en abîme de la combativité dont il faut faire preuve? Moi, quand j'ai eu ma premier refus avec bon, bah, en fait, vous n'avez jamais été juriste de votre vie, quoi. Les décisions, elles disaient ça, quoi. Vous avez 0 année, quoi. Ah, Je ne pouvais oui. pas laisser passer ça, quoi, en fait. Je n'ai Mmh. pas pu laisser passer. Oui, ça a renforcé ta détermination, quoi. Mais Oui, ça a renforcé la pourquoi, détermination. à ton avis, cette passerelle, elle est quand même, moi, je trouve, très méconnue? Pourquoi c'est si méconnu? Bah, je pense que pour le coup, oui, si ce n'est pas aussi structuré, je pense déjà qu'elle est très peu utilisée. C'est-à-dire que On a des chiffres sur le pas sur on s celle-là, non. non? Non, on n'a pas. On a le nombre de personnes qui seraient inscrites. Enfin, je sais plus, mais on n'a pas de. Non, on ne sait pas exactement. On n'a pas de statistiques là-dessus, donc ce qui permet aussi de ne pas trop se faire d'idées.
Et peut-être ce qui manque aussi, c'est une statistique sur tous les gens qui effectivement sont des vrais juristes, mais n'y vont pas parce qu'ils savent qu'il n'y a pas les conditions ou se sont arrêtés en cours de route. Donc, à mon avis, il y a aussi tout un champ à établir. Et je pense que ce sujet-là, il doit revenir. Il était revenu un peu dans le cadre de la dernière discussion sur les avocats en entreprise, mais à mon stade, moi, je ne veux même pas me battre en fait, globalement pour la passerelle. Moi, je voudrais me battre pour la logique générale. On parle d'une grande profession du Du droit, droit, oui. mais Ça fait un là, en moment fait, qu'on en parle. Hein. ça fait un temps qu'on en parle, mais en fait, avant de vouloir faire une grande proposition de loi où il va falloir régler 99 problèmes sur des passerelles, sur qu'est-ce que serait que cette grande profession du droit si on sort la formation des choses, comment on crée les problèmes. Enfin, la grande profession du droit, c'est un énorme truc. Bon. Peut-être qu'en attendant de faire cet énorme truc, ce léviathan de la profession unique du droit, peut-être qu'on peut améliorer les petites ficelles qui existent, les petites passerelles qui existent entre les métiers. Par exemple, le garde des Sceaux, il a annoncé qu'il va faciliter la passerelle avocat-magistrat. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les avocats, si j'ai bien compris, sont comme tout juriste. Ils doivent faire 5 mois de formation, enfin, c'est sur dossier, puis 5 mois de formation, puis 6 mois de stage, puis voilà. Je crois qu'il va alléger en fait le processus en disant si vous connaissez le système judiciaire, si vous avez travaillé pendant des années dans le système judiciaire, peut-être qu'il y a des petits mois de formation qu'on peut peut-être vous éviter. Bon, moi, je trouve que c'est une très bonne démarche. Alors, pourquoi, quand peut-être une autre passerelle qui serait celle de juriste d'entreprise Avocat. pas faciliter, hein. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire moins que ce qui est là, mais peut-être clarifier, peut-être créer des systèmes avec plusieurs situations. Soit c'est des postes exclusivement juridiques, soit c'est des postes, enfin moi j'ai eu des difficultés sur un poste directeur juridique et administratif. Voilà, la bonne affaire. Le fait d'avoir un peu d'administratif, d'être en manager opérationnel d'une holding c'était un point négatif du dossier. Dans le dossier. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, un secrétaire général, avec les conditions actuelles, quelqu'un qui chapeaute du juridique plus un peu plus dans une entreprise du CAC 40 risque de ne pas avoir la passerelle. Oui, parce que ce n'est pas exclusivement du juridique. Voilà, je pense que ces situations-là, en fait, le problème, c'est aussi il y a une sorte de dissonance entre vous écoutez la FJE, vous écoutez le cercle Montesquieu, le juridique, le juriste, business partner, il faut qu'il soit polyvalent, il faut qu'il fasse aussi du legal ops, il faut qu'il comprenne le business, il faut qu'il sache être chef de projet. Aujourd'hui, si vous mettez de manière trop limpide, trop transparente, que vous avez géré un projet, vous risquez qu'on vous considère comme un non-juriste, comme un juriste presque impur, quoi. Et là, il y a un problème. Non, mais il y a un fossé énorme. Je dis juriste impur parce qu'on m'a déjà sorti cette expression. Oui, c'est sympa. Mais le fait, en fait, on est encore calé en jurisprudence sur ce qu'on attendait des juristes peut-être il y a 30 ans. Ou il y a 20 ans. C'est ce que j'allais dire. Ça me semble très archaïque, en fait, comme réflexion. Donc, moi, voilà, je pense qu'il ne faut pas. Il n'y a pas besoin de tout mettre par terre sur cette passerelle. Il y a serait sur ces 8 ans, sur qu'est-ce qu'un juriste. Moi, je dirais même à la limite, faites un oral. Tu es en droit du travail, fais un oral, juste un oral, pas un écrit, on ne va pas repartir encore avec des examens écrits. Passe un oral ou je ne sais pas, si tu as été en droit social et que tu as géré plus de 50 dossiers au prud'homme, 50 dossiers au prud'homme, on considère que c'est une équivalence, par exemple, j'en sais rien. Mais d'avoir des sortes de choses pratiques, concrètes comme ça, un peu objectives, et pas de juger, de dire… Oui, un peu plus de souplesse, quoi. Oui. Un jour, tu as porté un carton, tu es manutentionnaire. Voilà. Et la jurisprudence, par beaucoup d'aspects, est part un peu dans cette voie-là. Donc, moi, voilà, cette dissonance entre la modernité qu'on appelle, qui est appelée de nos voeux, on demande aux gens d'être, je veux dire, un juriste tel qu'il est écrit au sens strict dans beaucoup d'entreprises, le juriste tel qu'il est attendu, article 98, moi, je ne le garde pas trop loin.
quelqu'un qui sait faire que des recherches de jurisprudence et écrire des conclusions et faire des notes juridiques de 15 pages sans se rendre compte de l'aspect pratique des choses, sans aller chercher des choses pratiques pour régler les problèmes, ça passe pas. Voilà. Donc, c'est un profil qui est presque… C'est là où je parle d'une énorme dissonance. Où je dis, bon, il y a peut-être un truc très simple sur lequel travailler, qui est qu'est-ce qu'un bon juriste, comment on fait rentrer ça. Après, il faudrait qu'il y ait un travail en disant, c'est pas, comment dire, ça ne va pas vous venir prendre du travail. Moi, par exemple, ce que je compte créer, je pense que beaucoup de choses que je vais créer en tant qu'avocat sont des prestations qui seront des prestations juridiques, mais qui ne sont pas proposées actuellement par les avocats. Donc, je ne serai pas en concurrence, je serai en amont. Le gâteau, on va le grandir. Oui, c'est complémentaire, en fait. Et c'est simple, en fait, depuis 30 ans, le gâteau des avocats ne cesse de grossir. C'est-à-dire qu'en fait, ça prouve bien que le fait d'avoir de plus en plus d'avocats répond à une demande et que aussi, est-ce que ce n'est pas l'offre aussi qui crée la demande en réalité, parce qu'il y a aussi tout un tas de choses qui sont de besoins qui sont sous-exploités. Donc voilà, on vient prendre le travail de personnes. Quand je vois des gens, ça crée des associations avec des avocats peut-être plus natives qui sont extrêmement intéressantes, avec des complémentarités extrêmement intéressantes. Voilà, peut-être qu'il y a aussi de temps en temps un peu de raideur sur le fait ils vont venir prendre le travail. Non, on vient prendre le travail d'absolument personne. Et je pense qu'il y a tout un tas de rigidité. Il faudrait se mettre d'accord. S'il y a une rigidité là-dessus, ça ne sert à rien de discuter des modalités. Si au contraire, on se rend compte que il y a un marché du droit qui est unique, il y a un intérêt à ce que quelqu'un qui est juriste d'entreprise puisse devenir avocat, qu'un avocat puisse devenir magistrat, qu'un avocat devienne juriste d'entreprise ou avocat, et que ce soit pas vécu comme un échec quand on passe de l'un à l'autre, ou comme une sorte d'usurpation de passagers clandestins pour telle ou telle passerelle. Voilà. Bon, voilà le sujet. Moi, je replace le sujet de la passerelle article 98 dans ce sujet beaucoup plus vaste qui est comment les métiers se voient les uns aux autres et comment ils voient les arrivées des uns et des autres quand ils n'ont pas été huissiers depuis la fin de leurs études, magistrats depuis la fin de leurs études, avocats depuis la fin de leurs études, juristes d'entreprise depuis la fin de leurs études. S'il n'y a pas l'ouverture sur l'idée qu'il faut des gens qui ont des parcours différents, je veux dire, on n'arrivera pas à avancer en fait sur ce sujet-là. Et je pense que c'est il y a un énorme enjeu. Je pense que le métier d'avocat peut tout à fait être exécuté dans de bonnes conditions. Je pense qu'il y a de plus en plus de cas positifs qui montrent que c'est tout à fait possible et que cette passerelle, je pense qu'elle a vocation à grandir. En tout cas, moi, à chaque fois que quelqu'un a consulté l'atelier et qu'il a une question supplémentaire, je suis disponible pour l'aider. Je dis bien que quelqu'un qui a lu l'atelier, parce que je ne veux pas redire des choses. Oui, refaire. Mais c'est pour ça aussi que c'était bien. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Non, mais il y a des gens qui ne comprennent pas que je n'ai pas envie de passer 45 minutes à réexpliquer un truc. Que tu as fait, que tu as passé, et tu as passé beaucoup de temps, parce que c'est beaucoup de travail de faire ça. Donc, effectivement. Oui, bon, après, oui, ça a été du travail de le mettre un peu en forme. Mais comme j'avais fait énormément de travail de recherche en amont, ça a été. Oui. Mais moi, je suis content de contribuer en fait Puis ça met un peu en fait en lumière, même le fait que tu fasses un podcast en m'invitant après ça met aussi un peu en lumière, un peu plus cette passerelle. Après, s'il y a quelqu'un du CNB qui passe par là, qui entend la fin de notre discussion, qu'il n'hésite pas à me contacter, parce que je pense vraiment que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. C'est censé être voilà. On fait les mêmes écoles. Moi, personnellement, j'ai fait Assas. Je ne pense pas avoir démérité mon diplôme. J'ai souffert pendant mes études, comme tous ceux qui sont passés à Assas, je crois. Voilà, en tant que juriste, je suis même allé plaider. J'ai fait de la plaidoirie. Voilà, c'est pour ça que
je pense pas que mon dossier soit illégitime. Voilà. Donc, voilà, je vais défendre jusqu'au bout. En tout cas, non, mais c'était vraiment très bien que tu viennes témoigner sur ce sujet et je te remercie beaucoup parce que c'est effectivement cette passerelle, moi je trouve que c'est quand même assez méconnu et c'est pas forcément très bien compris. Il y a quand même des tonnes de questions que les gens se posent et donc là, tu as quand même répondu à beaucoup d'entre elles et en plus, ton site est très, très, très fourni. Donc, en tout cas, un grand merci Xavier pour ton témoignage parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Et puis, tu reviens. On dit jamais 203, donc tu reviens quand tu veux. Ça marche, avec plaisir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!